Ils visent délibérément des immeubles, des écoles, des crèches et même des cliniques vétérinaires. La machine de guerre de Poutine a de nouveau montré son visage bestial. L'Ukraine a progressé sur le front. Zelensky a cité les renseignements ukrainiens et occidentaux et a nommé les zones où l'occupant masse ses troupes. Les forces de défense ont frappé des cibles russes majeures. Où les oiseaux ukrainiens se sont-ils rendus cette fois-ci? Je vous donnerai bientôt tous les détails sur ces nouvelles frappes contre l'ennemi. Et une bonne nouvelle pour finir. Les paiements ont échoué. Les retraits d'espèces étaient impossibles. En Russie, les systèmes informatiques des plus grandes banques du pays se sont effondrés. Et les économistes pro-Kremlin ont déjà admis que le pétrole cher n'aide pas à redresser la situation. Je vais vous détailler tout cela, et bien plus encore, dès maintenant. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir, et c'est parti. Le renseignement britannique juge la situation au front difficile pour l'Ukraine, mais la meilleure depuis 10 mois. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un échange avec des journalistes. Il a indiqué que les Russes ont tenté de lancer leur offensive au sud plus tôt que prévu, mais qu'ils n'ont pas pu percer. Le Kremlin n'arrive pas à compenser les pertes des occupants. Les forces ukrainiennes éliminent plus d'envahisseurs que la Russie n'en envoie au front. L'objectif d'éliminer 50 000 ennemis par mois est sur le point d'être atteint. D'où l'augmentation des primes d'engagement dans toute la Russie. Mais est-ce que cela aide vraiment Poutine? L'engrenage de Poutine dévore chaque jour un peu plus de Russes. Malgré des pertes catastrophiques, les généraux du Kremlin continuent d'envoyer les hommes à l'abattoir et d'exiger toujours plus de chair à canon. La vraie élite, ce sont tous ceux qui servent la Russie. Seulement, le flux de volontaires prêts à servir de cible aux drones ukrainiens diminue inexorablement là-bas. L'armée russe a déjà broyé tous les patriotes convaincus, alors le Kremlin attire désormais au front uniquement par l'argent. Le principal pilier de notre pays, ce ne sont pas les valeurs traditionnelles, c'est justement la pauvreté. Et parfois, cette misère étouffe à la fois la raison et la conscience. Pour gagner les millions promis par la publicité, beaucoup devraient travailler des années, voire toute une vie. L'appât du gain facile, ajouté à la glorification constante des soldats à la télé, et voilà des foules de mercenaires volontaires. Enfin, des foules. Des foules, selon les mots de Poutine. Si le recrutement était si facile, il n'aurait pas besoin d'inventer sans cesse de nouveaux bonus pour les attirer. Ainsi, dans au moins 12 régions russes, les primes d'engagement ont encore été augmentées. La hausse de ces bonus atteint 50 à 80%. À Saint-Pétersbourg, par exemple, on promet plus de 4 500 000 roubles pour un contrat. Dans le district de Khanty-Mansiysk, les recruteurs offrent 4 100 000 pour une simple signature. La prime est montée à 3 600 000 roubles dans la région de Magadan. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces primes sont distribuées en priorité, non pas à tout le monde sans distinction, mais à ceux qui perdent leur emploi. Et ces versements sont en quelque sorte le miroir du chômage. Pour motiver encore plus les recrues potentielles, certaines régions russes particulièrement rusées ont déjà augmenté 2 fois les primes à la signature en 2024. Ces dernières années, les avantages pour les militaires se sont tellement accumulés qu'une signature sur un contrat semble résoudre automatiquement tous les problèmes. Nulle part où loger. Tiens, un appartement ou même un terrain. Marre des crédits? On efface tout. Vos enfants n'arrivent pas à entrer à la fac? On les inscrira dans la meilleure et gratuitement. Et si vous avez tué quelqu'un et ne voulez pas faire de prison, le contrat règle aussi ça. En parallèle, le Kremlin s'attaque de front à la jeune génération. On prend les étudiants des universités russes par l'usure. Des cours ouverts avec des recruteurs de la défense ont lieu presque chaque semaine de l'autre côté de la frontière. Vous avez la possibilité de faire directement partie de l'équipe des troupes de systèmes de drones. Pour ceux qui serviront dans ce corps d'armée, des primes allant jusqu'à 5 500 000 roubles par an sont proposées. Des bonus supplémentaires pour le matériel détruit jusqu'à 500 000 roubles. Sauf qu'il faut encore rester en vie pour toucher tout cet argent. Et grâce au travail précis et coordonné des forces ukrainiennes, c'est loin d'être le cas pour tous. Ainsi, même parmi les étudiants russes naïfs, on ne parvient pas à mobiliser des réserves comparables aux pertes actuelles de l'armée d'occupation. Ils ont fait de la soi-disant opération militaire spéciale une sorte de pyramide financière ou de marketing de réseau, si vous voulez, parrainer un ami et toucher de l'argent sur sa vie. Certains en ont fait un véritable business. La semaine dernière, les autorités régionales russes ont, pour la première fois, officiellement obligé les entreprises, sous peine d'amende de plusieurs millions, à trouver des volontaires pour la guerre. Le Kremlin a aussi intensifié la pression sur les appelés pour qu'ils signent un contrat. On recrute même des étrangers. Qu'est-ce que cela nous dit sur la valeur que Poutine accorde à une vie humaine?
Il entraîne des gens dans sa guerre de partout où il peut, de la Corée du Nord et de Cuba jusqu'aux pays d'Afrique. Souvent, par la tromperie, la contrainte et l'exploitation, ces mercenaires abusés sont traités non pas comme des soldats, mais comme de la chair à canon jetable. Ce n'est pas seulement une agression contre l'Ukraine, c'est l'industrialisation de l'exploitation humaine dans le monde. Les mercenaires étrangers sont les plus précieux pour le Kremlin car, contrairement aux Russes, il n'y a même pas d'indemnité de décès à payer. C'est rentable, bien sûr, c'est de la chair à canon, et en plus vous ne payez rien, vous n'avez aucune responsabilité. De plus, une fois en Russie, les futurs mercenaires des pays africains les plus pauvres risquent de ne jamais voir la couleur de l'argent. On leur met simplement un fusil entre les mains sans rien demander et on les envoie à l'assaut des positions ukrainiennes. Une affaire pénale est ouverte. La personne se retrouve dans un centre de détention provisoire russe, en prison. Ensuite, les répressions s'abattent sur elle de plein fouet. On force la personne à signer un contrat. Quels que soient les Russes du Kremlin, Poutine manque clairement d'hommes, ou plutôt de chair à canon sur le front, et ce depuis longtemps. Par exemple, depuis l'an dernier, l'armée russe n'a pu former aucune nouvelle unité, contrairement à 2023 ou 2024. Toutes les recrues sous contrat servent aussitôt à combler les pertes dans les unités au combat, et cette année, le flux de volontaires prêts à mourir pour le Kremlin ne couvre même plus les pertes de Poutine, ce qui prouve une fois de plus que le manège de l'homme du bunker touche à sa fin. Le renseignement ukrainien alerte sur des frappes russes visant ponts, barrages, stations de pompage d'eau et centrales hydroélectriques. Et de nouveau, les attaques contre les civils et leurs maisons se sont intensifiées. Hier, une attaque massive a encore visé les villes ukrainiennes avec des centaines de drones, bombes et missiles. Il y a des morts à Kramatorsk, dans les régions de Kiev et de Jitomir. Kharkiv est sous les bombes depuis 2 jours. Cette série de frappes balistiques et de drones est la plus lourde de l'année et l'une des plus massives de la guerre. Le maire de la ville a qualifié les conséquences de ces frappes de catastrophiques. À Vishnev, près de Kiev, un drone est tombé sur un terrain entre une école et une crèche. Et à Chabani, une clinique vétérinaire est détruite, tous les animaux ont péri. À Korosten, dans la région de Jitomir, les barbares russes ont anéanti une rue entière. 18 bâtiments sont totalement détruits et plus de 100 sont endommagés. Contrairement à l'ennemi, l'armée ukrainienne continue de frapper méthodiquement les sites militaires des occupants. Ainsi, les forces de défense ont frappé des sites clés des troupes russes en territoires occupés. Les soldats ukrainiens ont touché plusieurs dépôts, une zone de concentration et un dépôt pétrolier russe. C'est ce qu'a rapporté l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Les forces de système de drones ont infligé de nouvelles pertes aux occupants dans la région de Luhansk. Là-bas, les oiseaux de Magyar ont détruit un système de missiles anti-aériens Buk M1. Ce complexe soviétique, conçu pour abattre des cibles à basse altitude, n'a pas survécu à sa rencontre avec un drone ukrainien doté d'une ogive de 60 à 100 kg, a noté le commandant Robert Brovdi. Outre le système anti-aérien, des citernes de carburant et des dépôts logistiques russes ont été liquidés. L'Ukraine augmente radicalement sa production de missiles, y compris balistiques. C'est déjà une menace directe pour le centre de décision des occupants, Moscou. Alors, quand les moscovites devront-ils accueillir chez eux un véritable balai de missiles? Voici des infos de première main du principal concepteur des missiles ukrainiens. L'Ukraine prépare des armes capables d'atteindre le cœur même de la Russie. Il faut tout simplement rayer la Loubianka de la carte. J'aime votre façon de penser. Rayer la Loubianka de la carte. Enfin, il y en a énormément. État-major, défense. L'état-major, le ministère de la Défense, là-bas. La raffinerie de Moscou. Ah, quoi? Almazanté, quoi d'autre? Un truc comme Khrunichev, Zvezda, Strela, tout. La place rouge, ça ne ferait pas de mal de la... Nettoyer? Oui, nettoyer. D'ici la mi-2026, les concepteurs ukrainiens promettent de porter leurs propres balistiques à un nouveau niveau. Les premiers devraient nous passer comme une lettre à la poste. Il s'agit des missiles FPV-7 et FPV-9, capables de changer radicalement la géographie de la guerre. Si aujourd'hui la portée de frappe se limite à des centaines de kilomètres, On peut en faire beaucoup par jour. On en produira autant qu'on nous en commandera. alors, dans les mois à venir, la portée passera à 850. Et c'est suffisant pour menacer non seulement les régions frontalières, mais aussi Moscou elle-même. Maintenant, de telles frappes ont déjà commencé, montrant réellement à la Russie nos capacités.
Et il ne s'agit pas seulement de frappes ciblées, mais d'une utilisation potentiellement massive. Selon les concepteurs, des dizaines de missiles peuvent être lancés simultanément, 20, 30 ou plus. Et dans ce cas, même les systèmes de défense aérienne modernes se retrouvent surchargés. Intercepter un tel flux de cibles devient une tâche à la limite du possible, même pour des complexes de type Patriot. Sans parler des systèmes soviétiques en Russie, C'est difficile pour eux d'intercepter de tels missiles. chacun de ces missiles remplit sa propre mission sur le champ de bataille, et ensemble ils forment une nouvelle architecture de frappe. FPV-7. Le tout premier lancement réussi, un succès confirmé, a eu lieu à Taganrog, marquant un moment important. Quand nous avons achevé un A-50 dans un hangar qui était là pour un rééquipement, Ce missile balistique est considéré comme un outil de plus courte portée. Sa portée va jusqu'à 300 km, sa charge utile jusqu'à 250 kg, avec une haute précision et un coût relativement bas. c'est une sorte de remplacement pour l'ATACMS. Bon marché. Un tel missile permet d'éliminer systématiquement les dépôts, les quartiers généraux et la logistique ennemie en profondeur. Le FP9, c'est déjà un tout autre niveau. Sa portée va jusqu'à 850 km avec une ogive de 800 kg. C'est en fait une transition vers une balistique opérationnelle et tactique complète. Il s'agit de frapper des cibles stratégiques, des sites militaires aux infrastructures clés au cœur de la Russie. Les deux missiles sont lancés depuis le même lanceur mobile, similaire à celui utilisé pour le système Flamingo. Cela signifie rapidité de déploiement, furtivité et capacité à changer de position, compliquant la détection et la riposte. De plus, un bouclier antibalistique européen sera créé sur la base du missile FPV-7. Nous comptons actuellement créer un bouclier antibalistique pan-européen basé sur le FP7. Parce que ce missile a un lancement vertical, s'incline vite, est très maniable et était initialement prévu pour intercepter des cibles balistiques. En outre, l'Ukraine disposera de drones FPV de la taille d'un missile Flamingo. Une étape de plus vers l'élargissement de la gamme des moyens de frappe. Et tandis que les développeurs ukrainiens renforcent leurs capacités, la Russie n'a brillamment conçu que l'intimidation. Et le fameux missile balistique Orechnik s'est avéré inutile dans une guerre moderne. C'est un missile intercontinental tronqué. Ils ont juste retiré un étage. Un missile à portée intermédiaire, conçu pour transporter des ogives nucléaires. Il n'est pas capable de transporter des armes conventionnelles. Personne n'en a besoin. C'est du gâchis juste pour montrer qu'on peut lancer l'Orechnik. Eh bien, bravo! L'utilisation de tels missiles n'a de sens que pour l'armement nucléaire. L'Ukraine prouve une fois de plus que ce n'est pas le nombre d'hommes ou de kilomètres qui compte, mais la capacité à bâtir un système qui transforme la technologie en résultats concrets. Et il semble que dans un avenir proche, la Russie ressentira pleinement tout le charme des inventions ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky invite une délégation américaine à Kiev pour des négociations. Après cela, des groupes techniques pourraient se rendre à Moscou. Si on ne peut pas à trois, faisons comme ça. Chacun son tour, c'est notre proposition. J'ai entendu des signaux positifs de nos partenaires concernant cette offre. Nous continuons aussi de travailler sur les échanges et espérons qu'ils auront lieu, a expliqué Zelensky. De plus, l'Ukraine doit avoir une vision claire des garanties de sécurité. Je cite à nouveau, « Il doit y avoir une réponse claire sur la réaction américaine en cas de nouvelle agression russe. Et aussi, nous maintenons une armée de 800 000 hommes, mais qui la financera en dehors du budget ukrainien », a noté Zelensky. Pendant ce temps, Trump menace l'Europe d'un retrait des États-Unis de l'OTAN et fait du chantage sur l'aide à l'Ukraine si l'Europe ne l'aide pas en Iran. Ainsi, le président américain force l'Europe et l'Ukraine à organiser ensemble une nouvelle alliance de sécurité indépendante pour le vieux continent. Car l'Ukraine prouve sa valeur colossale en tant que membre d'une telle union. L'Alliance atlantique est en train de se décomposer
La Maison-Blanche détruit la paix bâtie par l'Europe et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. L'OTAN n'a jamais eu d'influence sur moi. J'ai toujours su que c'était des tigres de papier. J'envisage sérieusement la possibilité d'un retrait des États-Unis de l'OTAN. L'Europe ignore les tentatives de Donald Trump de l'entraîner dans une guerre au Moyen-Orient. La semaine dernière, les dirigeants de 10 États européens se sont réunis en Finlande. Les discussions ont porté sur le désengagement américain et l'avenir flou de l'OTAN. Un tel sabotage du point de vue de Washington. Trump ne s'en servira pas comme d'une excellente motivation qui pourrait mener peut-être à une sorte de reconstruction ou de réorganisation de l'OTAN, parce qu'on voit bien que cette préparation médiatique par Trump, Marco Rubio et Vance dure depuis un moment. Le durcissement des ultimatums de Trump coïncide avec les provocations russes contre les pays baltes. L'Europe ignore quoi faire si Poutine envahit la Lettonie, la Lituanie ou l'Estonie. Eh bien, nous estimons que si jamais l'espace aérien venait à être utilisé pour des activités terroristes hostiles contre la Russie, cela nous obligerait sans aucun doute à en tirer les conclusions nécessaires et à prendre toutes les mesures qui s'imposent. Mais l'avis du Kremlin importe peu, c'est l'analyse de nos militaires qui compte, ils surveillent tout de près et font les propositions adéquates. En plus de l'article sur la sécurité collective, la Maison-Blanche manipule la question de l'aide à l'Ukraine. Si les Européens ne s'intéressent pas à l'aide américaine au Moyen-Orient, Washington reverra son soutien à Kiev. Le président Trump évalue et réévalue tout. Que ce soit notre rôle dans l'OTAN ou notre soutien aux efforts européens en Ukraine. Cela doit être une rue à double sens. Il doit y avoir des bénéfices et des avantages pour les États-Unis. Sinon, nous sommes des pigeons qui garantissons la sécurité de l'Europe sans réciprocité. Pendant ce temps, l'Ukraine propose à l'Europe une voie alternative. Chercher de nouvelles alliances mutuellement bénéfiques pour renforcer la souveraineté et l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Quand les pays du Moyen-Orient et du Golfe demandent de l'aide à l'Ukraine, ils la voient comme faisant partie de l'Europe. Ils voient que c'est une coopération avec l'Europe. Alors pourquoi, sur des points clés, l'Ukraine n'a-t-elle pas encore un statut de membre à part entière de l'Europe? La Maison-Blanche estime, non sans raison, que les alliés européens de l'OTAN sont très dépendants de Washington. L'Europe ne peut pas rester les bras croisés. Il est vital de chercher de nouvelles alliances et d'accroître la production militaire. Sinon, le vieux continent risque de devenir l'otage de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Il y a actuellement enfin de véritables mouvements tectoniques sous la structure de l'OTAN. Et tout cet affaiblissement de l'OTAN par Trump, par de tels actes et déclarations, ne fera que provoquer la Russie, et Poutine lui-même a mené une intervention militaire, une agression militaire contre les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump continue de multiplier les énigmes et les charades. Il a publié sur son réseau social Truth Social une nouvelle déclaration concernant le détroit d'Ormuz. Avec un peu plus de temps, nous ouvrirons facilement le détroit d'Ormuz, prendrons le pétrole et ferons fortune. Serait-ce une source de paix? Point d'interrogation, a écrit le leader américain. Ce message survient alors que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a de fait fermer le détroit d'Ormuz au transport maritime commercial. Le patient est condamné, et je parle ici de l'économie russe, au cas où le gouvernement russe a annoncé une chute de l'économie pour le 2e mois consécutif. Même les économistes pro-Kremlin admettent qu'un pétrole cher n'aide pas vraiment à redresser la situation. Ce qu'il en sera concrètement, nous vous le disons tout de suite. Elle s'effondre avec fracas. C'est ainsi que l'on peut qualifier l'état de l'économie russe. Selon Rostat et le ministère de l'économie russe a chuté de façon constante en janvier et février. Depuis le début de l'année, l'économie russe ne pouvait plus cacher aux statistiques la chute de son taux de croissance économique. Janvier-février, quelque part autour de -2. Cela a été confirmé lors des réunions avec la participation de Poutine. Les analystes russes constatent que les risques de refroidissement de l'économie russe s'accentuent.
La réalité est bien pire, bien sûr, que moins 2. C'est une chute de l'économie. J'ajouterai volontiers 4 points de pourcentage supplémentaires, soit environ moins 6. Eh bien, il semblait que tout menait au fait que Poutine n'avait plus de ressources pour continuer la guerre. Mais soudain, oui, pour tout le monde, peut-être pas pour Poutine, peut-être était-ce convenu, la guerre des États-Unis et d'Israël en Iran a commencé. Les prix ont grimpé en flèche et Poutine espérait tirer des super profits de cette guerre. À la fin de janvier et février, sur les 28 secteurs industriels suivis par Rostat, 22 étaient dans le rouge. Tout le pétrole qui n'avait pas pu être vendu pendant 2 ou 3 mois à cause des sanctions a fait l'objet de nouveaux contrats. Et il s'est vendu à un prix de pas 35 ou 40 dollars le baril, mais aux alentours de 100 dollars le baril. Eh bien, évidemment, Poutine a réalisé un gros profit, je l'estimerais pour le budget, à environ 3 milliards de dollars de recettes budgétaires pour un mois de guerre en Iran. Voilà, mais cela n'a en rien corrigé la situation économique. La situation reste très complexe. D'importants impayés entre les entreprises. Les banques ne récupèrent pas leurs crédits. Les gens ne peuvent pas retirer leurs dépôts de certaines banques. La production des usines métallurgiques a chuté de 15%. La production de produits alimentaires a diminué de 2%, de 11,1% pour les vêtements et les chaussures. Le profit que Poutine voulait obtenir, des revenus budgétaires supplémentaires d'environ 3 milliards par mois, c'était la prévision. Il est fort probable que Poutine ne les obtienne pas, car les forces armées ukrainiennes ont frappé et continuent de frapper le potentiel d'exportation de la Russie. Et il a diminué, surtout pour les produits pétroliers, le gaz et même le pétrole. Eh bien, c'est maintenant d'environ 40%. La question reste ouverte de savoir à quelle vitesse la Russie pourra restaurer ce potentiel. 1 mois, 2. Deuxième question. Les forces armées ukrainiennes continueront-elles à détruire ce potentiel? Et même les secteurs militaires sont tombés en récession. La production de produits métalliques finis, incluant bombes et obus selon les statistiques d'État, a chuté de 1,9%. Selon mes calculs, une chute importante de l'économie russe a débuté dès le mois de novembre. Il y a plusieurs raisons, mais la principale est fondamentale, les dépenses de guerre massives et injustifiées. La guerre ne crée aucune valeur ajoutée, elle ne fait que ponctionner des ressources qui ne vont plus vers l'économie réelle. Et c'est là la cause profonde de tous ces problèmes. La seconde raison, c'est le manque de fonds nécessaires pour financer la guerre, alors on se contente simplement d'imprimer de l'argent. Le monde des affaires est également en plein déclin. D'après Rostat, les bénéfices économiques ont chuté de 30% en début d'année et de grandes entreprises comme Lukoil, MMK, Severstal, Rusal ou les magasins Magnit ont terminé l'année dernière avec des pertes. Ils voulaient enterrer Telegram, ils ont coulé le système bancaire. En Russie, les tentatives de blocage de Telegram et des VPN ont fait s'effondrer les systèmes informatiques des plus grandes banques. Juste avant le week-end, des utilisateurs dans toute la Fédération de Russie ont subi des pannes massives. Les virements, les applications bancaires et les retraits d'espèces ont cessé de fonctionner. Impossible de payer ses courses, son transport, ses médicaments ou d'autres services de base. Les terminaux affichaient des erreurs et les distributeurs ne donnaient plus d'argent. Des problèmes ont été signalés dans plusieurs régions, dont Moscou, Saint-Pétersbourg, la Volga et la Sibérie. Selon les services de surveillance, la panne a coïncidé avec le renforcement des restrictions sur le web, incluant les messageries et les outils de contournement. Une humiliation cinglante pour Poutine au Kremlin. Le premier ministre arménien Pachinian a dit à Poutine, droit dans les yeux, qu'en Arménie, contrairement à la Russie, il y a une démocratie, une vie politique et surtout un accès libre aux réseaux sociaux. Regardez les détails et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube Ukraine aujourd'hui. 2 amis se sont retrouvés au Kremlin, ou plutôt 2 anciens amis.
Pachinian est venu à Moscou pour régler des dossiers importants et a même réussi à narguer un peu Poutine. Eh bien, il me semble que la partie la plus intéressée ici est, bien sûr, le Kremlin. On comprend aussi pourquoi Pachinian ne peut pas refuser, car l'Arménie est située géographiquement de telle sorte qu'elle a besoin de bonnes relations avec la Russie. Cependant, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que l'inaction persistante de la Russie, ont clairement prouvé que Vladimir Poutine est en réalité impuissant et qu'il demeure un allié totalement inutile. Bien sûr, au centre de l'attention, les prochaines législatives en Arménie, qui intéressent au plus haut point le dictateur russe. Il y a beaucoup de forces politiques qui sont pro-russes. Bien sûr, je vous le dis très franchement, nous aimerions vraiment beaucoup que tous ces partis politiques, ces politiciens, puissent participer pleinement à ce travail politique interne lors des élections. Poutine nourrit-il ses derniers espoirs de garder le contrôle sur le pays? Poutine essaie par tous les moyens d'influencer toutes les élections qu'il peut, et il le fait par des méthodes bien connues. Mais même là, Pachinian a répondu fermement au dictateur et a anéanti ses rêves les plus fous. Il ne dit pas simplement qu'il faut des passeports arméniens, non. Il est plus subtil, il dit que vous allez imposer des gens avec des passeports russes, alors que seuls ceux qui ont une seule nationalité peuvent être élus. Et au revoir. Bien que, curieusement, le Kremlin nie toute ingérence dans les élections arméniennes. Voyez-vous, les représentants européens voient l'ingérence de Moscou partout. Partout et en tout. Et on ne peut pas se passer de parler des ennemis. Poutine prévient en fait, le cap vers l'Union européenne pourrait coûter très cher à Erevan. Du gaz bon marché aux pressions politiques. Nous comprenons que chaque pays recherche un maximum d'avantages dans sa coopération avec des pays tiers. Mais cela doit être clair, honnête et dit à l'avance, comme on dit, avant de s'engager. Être dans une union douanière avec l'Union européenne et l'Union économique eurasiatique est impossible. C'est tout simplement impossible. Mais il semble que c'est là que le Premier ministre a tenu tête à Poutine. Et dans les murs du Kremlin, il l'a envoyé balader. Tant qu'il est possible, dans la mesure du possible, de concilier ces agendas, nous le ferons. Et quand les choses évolueront jusqu'au point où il faudra prendre une décision quelconque, je suis sûr que nous, les citoyens de la République d'Arménie, prendront cette décision. Il semble que Poutine perde un allié et un membre de son Union économique eurasiatique qui ne nie même pas pouvoir se tourner vers l'Occident. Quel est l'intérêt d'une alliance avec Poutine au juste? La seule chose que Poutine dit clairement, c'est « nous avons des prix du gaz plus bas ». Et Pachinian se dit « demain, tout sera bombardé chez vous et vous n'aurez même plus de gaz ». Et voilà. Il est évident que, d'un point de vue stratégique, un rapprochement avec l'Union européenne est bien plus intéressant. Liberté, indépendance et démocratie, des mots qui font sortir les yeux de la tête de Poutine. Mais avec les coupures d'Internet constantes en Russie, c'est pour votre propre sécurité. Allez-y, passez sur Max et sur Vcontact. Allez vous faire foutre avec votre Max et votre Vcontact. Pachinian a osé piquer le maître du Kremlin avec des mots qui le fâchent. Et lui a rappelé les joies du poutinisme. Il y a des citoyens là-bas qui pensent qu'il y a trop de démocratie en Arménie. Mais c'est pour nous une question de principe. Chez nous, les réseaux sociaux, par exemple, sont libres à 100%. Il n'y a absolument aucune restriction. La rupture finale a eu lieu en 2022 quand des combats ont éclaté à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, et ce, sur le territoire même de l'Arménie. Pourtant, l'organisation du traité de sécurité collective, dont fait partie la Russie, n'est pas intervenue. Nous ne participons plus aux travaux de l'OTSC parce que, pour une raison simple, à vrai dire, nous ne pouvons toujours pas expliquer clairement à notre peuple, à nos citoyens, pourquoi l'OTSC n'a pas réagi, n'a pas donné de réponse, n'a pas réagi. Pendant ce temps, au centre de Moscou, des manifestations ont eu lieu contre le Premier ministre. Serait-ce une mise en scène? Il avait promis la paix au peuple. Ces réponses audacieuses du Premier ministre arménien suggèrent que le pays n'a plus besoin de l'aide de la Russie, ni du prétendu soutien de Poutine. Poutine consacre tellement d'énergie à la guerre en Ukraine qu'il ne lui en reste plus pour le reste.
C'est pourquoi, lorsque ces anciens alliés ou partenaires, peu importe la manière dont on préfère les nommer, rencontrent des difficultés ou des problèmes, Poutine ne peut véritablement aider personne, quelle que soit la situation. Ainsi, les alliés finissent par s'éloigner, parfois avec empressement, parfois avec un peu plus de réserve. Et le plus surprenant, c'est que nous assistons à ce dialogue. Le Kremlin a lui-même rendu public une discussion qui ne joue guère en faveur de Poutine. Les relations avec les alliés sont-elles si mauvaises que de tels moments sont diffusés? Et il semble que le cercle de ses amis se réduise de plus en plus.